It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst in me. I'm no good at being good, but I never said I was. And I feel misunderstood, cause I'm trying hard to love. I'm sorry, my actions, they haunt me, and I'll never live it down. I'm no good at being good, but I never said I was. You call my bluff, I won't pick up, I let it ring. Record your voice so I can listen back again. Sorry, I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst in me. Bonsoir mesdames et messieurs. Au nom d'Harmonie Mutuelle, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette conférence télévisée et vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. La transition écologique, c'est-à-dire le passage de notre modèle de développement actuel à un modèle respectueux de l'environnement et des individus, nous concerne tous en effet. En tant que mutuelle, nous sommes naturellement sensibilisés aux enjeux de santé publique associés à cette évolution. Les acteurs locaux de proximité engagés dans cette démarche peuvent nous apporter leur témoignage sur les actions qu'ils mènent. La pandémie que nous vivons actuellement nous a probablement fait gagner quelques années dans la nécessaire prise de conscience d'agir vite et fort. Je remercie Jean Jouzel d'être parmi nous ce soir pour nous faire partager son expérience et ses réflexions. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour et bienvenue sur le Webson, l'émission participative du magazine Sans Transition. Écologie, sociale, économie, notre revue engagée du local au global traite des transitions sous tous leurs angles sur les territoires. Le principe du Webson, vous commencez à le connaître, c'est d'abord 20-25 minutes de grand entretien avec un invité, puis plus d'1 heure de questions-réponses avec vous les internautes. Pour cela, je vous invite à poster à la fois vos commentaires et vos questions via la fenêtre « Converser » sur Zoom en bas de votre écran et de suivre les indications de mon collègue pour pouvoir participer. Vous pouvez aussi poster vos commentaires ou vos questions évidemment sur les réseaux sociaux. Cette émission est en direct et nous vous remercions d'être si nombreux à la suivre, donc à la fois sur Zoom, mais aussi sur notre page Facebook et la page Facebook de notre partenaire Harmonie Mutuelle. Vous pourrez ensuite revoir cette émission à la fois sur TBO, TB Sud, la chaîne de télé, et sur RCF, la radio. Je remercie au passage le partenaire de cette émission, Harmonie Mutuelle Bretagne-Normandie. Ceci étant dit, j'ai le plaisir d'accueillir par écran interposé notre invité du jour. Il s'agit de Jean Jouzel. Bonjour Jean. Bonjour Magali et bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de passer un peu plus d'1 heure avec vous, et d'échanger autour de ces problèmes liés au réchauffement climatique et à la transition écologique au sens large. Merci beaucoup. Donc Jean Jouzel, vous êtes climatologue et glaciologue, directeur de recherche au CEA. Vous avez reçu de très nombreuses distinctions scientifiques, dont la médaille d'or du CNRS, c'est quand même pas rien, pour vos travaux sur les glaces des pôles. Aujourd'hui, vous tenez un discours très engagé politiquement depuis plusieurs années déjà, que vous faites entendre à la fois au sein du Conseil économique et social ou dans vos actions citoyennes. Je pense notamment au pacte finance-climat que vous avez proposé avec Pierre Larouturou il y a quelques années et qui a été signé par plus de 150 personnes
pour flécher de l'argent sur la transition écologique et énergétique via notamment la création d'une banque européenne du climat et d'un impôt spécifique. L'objectif était quand même assez important, on parle de plus de 1000 milliards d'euros. Alors qu'aujourd'hui, nous apprenons avec effroi le retrait des États-Unis des accords de Paris, voilà, c'est quand même une date importante, vous étiez l'invité idéal pour ce 3e Webson. Maintenant, place à l'info. C'est la première partie de notre émission, c'est le grand entretien. Jean Jouzel, en tant que spécialiste du climat et vice-président du GIEC, le groupe indépendant d'experts sur le climat qui publie régulièrement des rapports, vous en avez tous entendu parler, est-ce que vous pouvez nous donner rapidement quelques chiffres sur le contexte climatique aujourd'hui ? Oui, effectivement, je vais m'appuyer sur le GIEC. Donc, j'étais vice-président du groupe scientifique pendant une quinzaine d'années, de 2002 à 2015, pendant une douzaine d'années. Et effectivement, le GIEC va ils ont publié son 6e rapport l'an prochain, donc, mais il y a eu des rapports intermédiaires, des rapports spéciaux, en particulier un rapport sur un climat à 1,5 degré. Comment se présente-t-il? Et on a quand même beaucoup d'informations. Les informations que nous avons par rapport au climat sont la certitude. Le premier, c'est la certitude d'un changement. Le climat est en train de se modifier. Disons que le réchauffement est sans équivoque. C'est le terme même du GIEC. Nous affirmons également de façon quasi certaine, à plus de 95 chances sur 100, que ce réchauffement est lié aux activités humaines. En fait, depuis les années 50, ce réchauffement est de un peu plus un peu moins de 1 degré. On peut l'expliquer complètement par l'augmentation de l'effet de serre, tandis que les causes naturelles du climat ne peuvent expliquer qu'1 dixième de degré. Et puis, quand on regarde vers le futur, eh bien, on constate évidemment que le réchauffement est attendu, dépend largement de nos activités. En fait, il n'en dépend pas tellement au cours des 2 ou 3 prochaines décennies. D'ici 2050, 2040, 2050, notre avenir climatique est joué. Nous allons de façon inéluctable vers un réchauffement en France, par exemple, d'au moins 1 degré d'ici 2050. Et je dirais que pour l'après 2050, eh bien, c'est notre comportement d'aujourd'hui, de cette décennie 2020-2030, qui va largement en décider. Voilà un peu. Et si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, nous irions vers des réchauffements de 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Ce qui est important, ce que vous avez rappelé, c'est évidemment les objectifs de l'accord de Paris. Et c'est, disons, avec tristesse, je le redis franchement, que nous constatons ce retrait des États-Unis qui est maintenant acté, puisque Donald Trump l'a effectivement annoncé dès son élection il y a maintenant 4 ans. Et il faut 4 ans pour un véritable, pour que le pays qui souhaite se retirer d'un accord de Paris se retire effectivement, et c'est le cas actuellement, c'est le cas aujourd'hui. Et voilà, donc c'est un jour marqué d'une pierre sombre un jour sombre pour ceux qui s'intéressent à la lutte contre le réchauffement climatique. Bon, à savoir quand même, je le précise, que si Joe Biden est élu, il se peut que les États-Unis rentrent dans l'accord de Paris, évidemment. Hein. Non, c'est pas Magali, c'est certain. C'est certain, il a annoncé. Non, je veux dire, oui, Joe Biden non seulement a annoncé qu'il resterait dans l'accord, qu'il reviendrait dans l'accord de Paris, mais qu'il afficherait un objectif de neutralité carbone à horizon 2050, ce qui est compatible, au moins si c'était réalisé à l'échelle planétaire, ce qui est compatible avec l'objectif d'un maintien du réchauffement climatique autour de 1,5 degré par rapport au plan industriel. Alors ça justement, Jean, je sais que le GIEC insiste beaucoup là-dessus, et vous-même, vous dites toujours 1 degré, 1,5 degré, parce qu'en fait, au bout de 2 degrés, si on dépasse ça, le climat risque de s'emballer. Et c'est pour ça que les préconisations sont vraiment de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui paraît, vu les derniers chiffres, absolument difficile. Mais bon, on va essayer d'y tenir. J'avais une autre question à vous poser absolument, Jean, parce que bon voilà, le contexte est un peu particulier. Nous sommes de nouveau en confinement, en pleine pandémie de Covid, et j'ai beaucoup vu dans les médias des personnes se poser la question de l'origine de ce virus, donc de la Covid-19, et certains vont jusqu'à dire que ce serait le réchauffement climatique, la fonte des glaces, et notamment du permafrost, qui aurait libéré ce virus.
Alors, votre point de vue scientifique là-dessus, s'il vous plaît. Donc je pense, disons, autant j'accorde du crédit disons, à ce que disent beaucoup de spécialistes des sciences du vivant, à savoir d'épidémiologistes, d'une zoonose qui serait liée à un transfert de ce virus depuis probablement des chauves-souris jusque vers des populations humaines, mais sans connaître pour le moment vraiment le mécanisme de transfert. C'est ce qui est quand même avancé le plus sérieusement et à l'origine, disons, une des causes qui a vraiment accélère ces transferts entre, disons, animaux sauvages, je dirais, et puis les populations humaines, eh bien, c'est le rétrécissement des zones dans lesquelles ces populations d'animaux sauvages, d'animaux, disons, peuvent vivre et se débattre, et la déforestation, effectivement, joue un rôle et limite, disons, les zones de vie dans ces cas-là, probablement pour les chauves-souris, eh bien, et ça rapproche, disons, je dirais, les porteurs de virus des populations humaines. C'est ce qui est généralement mis en avant. Alors, pour la fonte du permafrost, il y a effectivement aussi beaucoup de, disons, je dirais, d'intérêt ou en tout cas de possibilités évoquées de virus très anciens qui seraient piégés dans les glaces, dans le permafrost, qui est gelé, par exemple, des régions qui ont été gelées depuis une vingtaine plus de 20 000 ans, ou même depuis juste tout au cours de la dernière période glaciaire. Et à cause du réchauffement climatique qui est très important dans ces régions, eh bien la glace fond et on a déjà évoqué la possibilité de l'anthrax. La maladie d'anthrax serait due à l'émergence de virus anciens. Donc c'est pas démontré, mais dans le cas je crois de la Covid, disons du coronavirus, c'est quand même plus la zoonose qui tient la corde. Disons le point de départ, ce ne sont pas les régions polaires, c'est quand même le marché de Wuhan et en tout cas une grande ville de Chine, et donc j'accorde plus de crédit à l'explication d'une zoonose. Ok, donc les virus, il pourrait y en avoir, mais pas tout de suite, en tout cas pas la Covid. Il y en a peut-être. On va repartir sur le climat. Voilà, sur l'anthrax déjà, évidemment. On va repartir sur le climat, mais je voulais vous poser cette question d'actualité, évidemment. Vous avez déclaré récemment à la presse, il n'est pas trop tard pour sauver le climat, mais presque. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand est-ce qu'il sera trop tard? Qu'est-ce que ça veut dire, Jean Jouzel? C'est pas très rassurant tout ça. Non, c'est assez intéressant puisque, disons, depuis le début des années 2000, en tout cas depuis le 3e rapport du GIEC, ou le 4e, disons pratiquement depuis le début des années 2000, nous disons que 2020 sera une année charnière. Disons depuis une quinzaine d'années que si on veut avoir des chances de rester autour de 2 degrés, eh bien il faut absolument que les émissions des gaz à effet de serre commencent à diminuer à partir de 2020. Ça c'était dans le 4e rapport du GIEC. Et disons les chiffres ont été précisés dans ce rapport 1.5 que j'ai mentionné. On sait maintenant ce qu'il faudrait faire pour avoir des chances de rester autour de 2 degrés ou de rester autour de 1,5 degré. Pour rester autour des chances de 2 degrés, il faudrait que nos émissions de gaz à effet de serre, je parle bien à un niveau planétaire, disons qu'à un niveau planétaire, nous avons émis en 2019 54 milliards de tonnes d'équivalent CO2. 37 milliards liés aux combustibles fossiles, 5 à 6 milliards liés à la déforestation, 1 à 2 milliards liés à la fabrication du ciment. Ça, c'est du gaz carbonique. Et ensuite, on ajoute à peu près 10 milliards de tonnes d'équivalent CO2 pour le méthane, le protoxyde d'azote et les autres gaz à effet de serre. En fait, eh bien, il faudrait diminuer de 40% ces émissions, je parle bien l'ensemble des gaz à effet de serre en équivalent CO2 d'ici 2030 pour avoir des chances de rester sur 2 degrés et neutralité carbone entre 2070 et 2080. Pour 1,5 degré, il faudrait que la neutralité carbone, il faudrait diviser par 2 nos émissions d'ici 2030, entre 2020 et 2030, c'est énorme, les diviser par 2, c'est-à-dire pratiquement les diminuer de 5, 6, 7% chaque année d'ici 2030 et atteindre neutralité carbone en 2050. Donc nous disons de façon très claire ce qu'il faut faire pour avoir des chances de respecter l'accord de Paris, les objectifs de l'accord de Paris. Or, les engagements de l'accord de Paris eux-mêmes ne nous permettent pas d'espérer
respecter ces objectifs, puisque même si les engagements de l'accord de Paris sur 2020-2030 étaient respectés, eh bien, nous irions vers 3 degrés et demi. Et il faudrait les multiplier par 3 pour avoir des chances de rester autour de 2 degrés à long terme et par 5 pour avoir des chances de rester autour de 1,5 degré à long terme. Donc nous sommes loin du compte, mais c'est vrai que 2020 est une année charnière et nous le disons depuis une quinzaine d'années. Donc je dirais que si nous ne réussissons pas à diminuer nos émissions à partir de 2020, alors évidemment 2020 il y aura une diminution de 5, 6, 7%, mais c'est lié plus à la crise économique qui résulte de cette pandémie. Mais si nous ne restons pas sur des trajectoires de ce type, et malheureusement je crains que ce ne soit pas le cas, qu'on reparte avec des émissions à la hausse, eh bien il sera extrêmement difficile de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Donc vraiment cette l'année 2020 est une année charnière, elle est essentielle pour les jeunes d'aujourd'hui si on veut leur préserver un climat auquel ils puissent s'adapter. C'est bien l'idée de maintenir le réchauffement climatique autour de 2 degrés et si possible d'1,5 degré par rapport au pré-industriel. Et par rapport à cette urgence justement climatique, vous proposez du coup des investissements, un fléchage des investissements pour la transition énergétique. Et à ce propos, Pierre Larouturou, qui était votre collègue Nouvelle Donne et qui est aujourd'hui eurodéputé, est en grève de la faim depuis une semaine environ au Parlement à Bruxelles. Il craint en gros que les budgets essentiels liés à la transition soient insuffisants au vu de cette crise pandémie, économie là que nous traversons. Qu'en pensez-vous de cette grève de la faim? Est-ce que c'est un bon moyen de se faire connaître? Oui, je le pense, mais je vais y venir précisément, mais ce que propose Pierre et ce que l'action de Pierre actuelle, quelques chiffres. Au niveau planétaire, pour réussir cette transition énergétique largement, disons cette transition vers une société bas carbone, disons neutralité carbone à horizon 2050, je dirais, il faudra investir 6 000 milliards chaque année, 6 000 milliards de dollars. Au niveau de l'Europe, ce sont les chiffres du Conseil, enfin, disons, on parle d'un peu plus de 1 000 milliards de dollars chaque année qu'il faudrait investir. Alors, ce ne sont pas d'euros dans ce cas-là, ce ne sont pas des milliards d'euros supplémentaires. L'Europe investit déjà, disons, de l'ordre de 700 milliards chaque année dans des investissements qu'on peut rattacher à la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. En fait, il faudrait au niveau européen investir de l'ordre de entre 250 et 300 milliards d'euros chaque année pour réussir cette transition énergétique. Au niveau français, nous investissons de l'ordre de 60-80 milliards d'euros déjà, ou 60 milliards d'euros. Il faudrait 20 milliards d'euros supplémentaires chaque année d'ici 2030 pour avoir des chances de rester sur des trajectoires qui nous permettent de respecter ce que nous nous sommes assignés comme objectif, à savoir neutralité carbone à horizon 2050. Donc 20 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais ce n'est qu'une fraction de ce qui a été mis sur la table, à juste titre d'ailleurs, pour lutter contre le réchauffement, faire face plutôt à la crise économique liée à la pandémie. On met des centaines de milliards d'euros supplémentaires chaque année. Donc 20 milliards d'euros supplémentaires, c'est important, mais ce sont des sommes tout à fait accessibles. Que fait Pierre? Pierre a proposé, et c'est la raison pour laquelle il fait grève, de faire une taxe sur les transactions financières qui rapporterait, donc c'est pour ça, 50 milliards au niveau de l'Europe, 50 milliards d'euros chaque année. Si elle était mise en œuvre, c'est ce qu'il a proposé. Et donc, cette grève de la faim est vraiment pour attirer l'attention sur cette nécessité, donc de trouver effectivement des revenus supplémentaires pour lutter contre le réchauffement climatique, et c'est autour de cette taxe sur les transactions financières que Pierre se bat et souhaite donner de la visibilité à cette initiative, et c'est la raison pour laquelle il fait cette grève de la faim en espérant qu'il puisse être écouté, en tout cas que cette proposition peut-être, même si Pierre est rapporteur du budget,
disons, est très impliqué dans le budget européen. Ce n'est pas simple de mettre tout cela en œuvre, mais je crois que c'est important aussi que les investissements soient à la hauteur de l'objectif, et il y a nécessité d'investir si on veut réussir à réussir, disons, cette transition énergétique en Europe, et en France, c'est également le cas, à des niveaux bien sûr différents, et je le dis, qui restent accessibles, parce que ce sont des créations d'emplois qui sont à la clé. C'est ça qui est important, c'est aussi le dynamisme économique qui résultera de cette transition énergétique, ce n'est pas le contraire. Mais justement, Jean, très clairement, là, vous nous donnez des chiffres extrêmement importants, 20 milliards d'euros, enfin, ce ne sont pas des petites sommes. Ces investissements, on s'en servirait pour faire quoi? Il y a la rénovation énergétique des bâtiments, il y a le développement des ENR, il y a le énergie renouvelable, pardon. Oui, bien sûr, les grands postes, c'est de toute façon très importante, tout ce qui concerne l'efficacité énergétique, mais alors en particulier évidemment l'isolation des bâtiments, tout ce qui concerne, disons, la production d'énergie, bien sûr, hein, déjà. Donc disons, ce qu'on doit faire pour réussir la transition énergétique, disons, les mots-clés, c'est de l'efficacité énergétique. Dans la loi en France, il y a un objectif de diviser par 2 notre consommation d'énergie à horizon 2050, et ceci sans nuire disons, à l'activité économique. Donc, il y a vraiment l'efficacité énergétique. Il y a évidemment le mix énergétique. Il faut tendre vers un mix sobre en carbone, non émetteur de gaz à effet de serre. Et donc là, il peut y avoir débat, mais les deux façons de le faire, c'est ce que fait la France. Il y a bien sûr le nucléaire qui est largement discuté, mais bien sûr aussi, je dirais pour moi en premier lieu, le développement des énergies renouvelables qui est très important, qui a un très fort potentiel, en tout cas au niveau planétaire, c'est très important, mais aussi s'il n'y a pas, donc les investissements, c'est aussi un mot-clé, il faut investir, mais il faut aussi de la sobriété. Si on n'a pas de sobriété, c'est-à-dire que l'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est très bien. Voilà, mais la sobriété, c'est faire un peu attention à ce qu'on fait. Donc, je ne crois pas que nous réussirons collectivement cette transition, disons, en tout cas, à respecter les objectifs de la loi en France, de la loi énergie-climat, si nous n'agissons pas sur ces différents leviers, efficacité énergétique dans tous les domaines. Ça va aller du transport, de l'isolation du bâtiment, de l'urbanisme, mais aussi, bien sûr, il y a aussi une attention à porter aux émissions liées aux pratiques agricoles, au système alimentaire. Disons que bien sûr tout le problème d'un petit peu du gâchis énergétique, enfin de l'alimentation est aussi très important, est au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut aussi porter une attention sur tout le système agriculture, alimentation. Voilà, donc ce sont les grands domaines d'activité, enfin sur lesquels on peut jouer: énergie, bâtiment, urbanisme, transport, bien sûr l'industrie également, mais aussi tout ce qui concerne agriculture, alimentation. Et bien sûr récupérer aussi. Pardon. Allez-y. Pardon, je vous coupe. Si on se concentre sur les emplois, l'ADEME parle d'1 million d'emplois environ qui pourraient être créés par la transition énergétique, 900 000 jusqu'à 6 millions en Europe avec le pacte finance-climat. C'est considérable, mais est-ce que toutes ces créations d'emplois seraient suffisantes, j'ai envie de dire, pour compenser la crise et toutes les questions que se posent aujourd'hui les internautes quand on voit le plongeon de l'aéronautique, le plongeon du automobile, par exemple? Est-ce qu'elles seront suffisantes, toutes ces créations? Oui, en ce sens que les créations d'emplois dont on parle sont des créations nettes d'emplois. C'est-à-dire ces créations d'emplois tiennent compte des pertes d'emplois dans certains domaines. Donc oui, il est clair qu'à 10, 20 ou 30 ans, disons la topographie, la géographie des emplois changera complètement. Disons, sera modifiée. Elle l'est de toute façon, par exemple, si on quitte 2 minutes le problème climatique, l'avènement du numérique dans beaucoup de domaines a complètement changé les structures de l'emploi. Disons, et le réchauffement climatique est appelé aussi à jouer un rôle sur la structure de l'emploi avec, disons, bien sûr, là, quand on parle de 600 000 à 900 000 emplois de création d'emplois, ça ce sont les chiffres de l'ADEME, il s'agit d'emplois nets, c'est-à-dire que dans cette comptabilité, on tient compte des emplois qui seraient supprimés dans certains secteurs. Donc,
bon, j'ai pas le détail ici, mais c'est pris en compte. Bien sûr, il y a des secteurs qui seront plus largement modifiés que d'autres. Bon, ouais, c'est vrai que si on veut se placer dans une dynamique de lutte contre le réchauffement climatique, c'est vrai qu'on doit se poser des questions sur les secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre. Ce sont d'ailleurs les questions que se sont posées les citoyens, les 150 citoyens dans leur proposition par rapport disons à la mission qu'ils avaient de proposer des solutions pour que la France respecte ses objectifs à horizon 2030. C'est très clair. Donc oui, il y a des secteurs qui seront plus touchés que d'autres, il y a des secteurs qui seront favorisés, mais ça c'est, je dirais, inhérent à cette modification profonde de notre mode de développement. C'est très clair que si on continue, si on repart sur le même type de développement que celui que nous avons eu depuis une cinquantaine d'années maintenant, depuis les années 70, eh bien, nous ne réussirons pas à maîtriser, disons, à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de façon suffisamment importante pour limiter le réchauffement climatique. Et je redis que disons, cet objectif de neutralité carbone est désormais affiché au niveau de l'Europe. Elle le sera, je l'espère, par Joe Biden au niveau des États-Unis. Elle l'est pratiquement au niveau de la Chine à horizon 2060. Le Japon l'a également annoncé. Donc, ou bien ce sont des paroles en l'air, ou bien tout le monde se retrousse les manches et s'y met. Et dans ce cas-là, on garde un peu d'espoir de limiter le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Peut-être pas à 1,5 degré, mais peut-être à 2 degrés, ou en tout cas, j'espère pas trop loin. Merci. Vous parliez tout à l'heure justement du chemin pour la transition énergétique et dans tous les scénarios qui sont envisagés par le GIEC, il y a toujours la présence du nucléaire, de l'énergie nucléaire qui est donc une énergie décarbonée, hein, évidemment. Je sais que c'est un sujet qui est très important pour différentes raisons, à la fois économiques mais aussi environnementaux, évidemment. C'est quand même l'énergie la moins soutenable selon les critères des objectifs du développement durable. Vous, où est-ce que vous placez cette énergie dans le chemin de la transition énergétique, Jean? Donc moi, oui, À quel niveau? je me suis exprimé là-dessus. Donc j'ai été, en fait, au titre du Conseil économique, social et environnemental, j'ai été co-rapporteur de la loi, alors celle de 2015, la loi sur la transition la transition énergétique pour la croissance verte. Et donc nous avons dit que cette loi était équilibrée. Donc cette loi fixe une limite, disons maximale à la part du nucléaire dans l'électricité. Et je pense effectivement on plaide aussi pour un développement important du renouvelable. Et donc la nouvelle loi énergie-climat, disons que la nouvelle mouture de cette loi a un peu modifié l'objectif concernant le nucléaire, mais ça reste un objectif de limitation de la part du nucléaire. Et disons que disons, moi ça me semble équilibré. Il est certainement très difficile, me semble-t-il, de respecter l'objectif de neutralité carbone en France en supprimant le nucléaire complètement. Donc pour le moment, je crois que c'est assez équilibré en France et bien sûr le véritable problème, ce sont les risques d'accident et aussi les problèmes de stockage. Mais je pense que le nucléaire a aussi cet avantage de ne pas produire de gaz à effet de serre et il reste nécessaire par rapport je pense que les objectifs de la loi sont assez bien définis et permettent effectivement un développement du renouvelable. Je rappelle que l'objectif on a pris du retard sur le développement du renouvelable en France, c'était 23% à horizon 2020, nous n'y sommes pas. Et l'objectif est de 32% d'énergie renouvelable à horizon 2030 et il faut vraiment mettre les bouchées doubles en termes de développement de l'éolien, en particulier de l'éolien offshore qui a beaucoup de retard en France et aussi bien sûr du solaire, donc et de l'utilisation optimale de la biomasse. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités, disons, du côté des énergies renouvelables, y compris dans notre pays.
Merci Jean. Une dernière question d'actualité aussi. Vous disiez que le pays avait pris du retard dans le développement de ses énergies renouvelables. On a vu aussi qu'au niveau de nos émissions de CO2, eh ben, on devait baisser, mais ces dernières années, elles ont continué à augmenter, certes moins, mais elles ont continué à augmenter. Enfin, la Convention citoyenne, ses préconisations ne sont pas toujours suivies des faits par le gouvernement comme cela avait été annoncé. Le président Macron également, lorsqu'il a annoncé le confinement, a parlé de crise sanitaire, de crise économique majeure pour la jeunesse, mais n'a pas eu un seul mot pour le climat. Je veux bien rester optimiste là-dessus, mais que pensez-vous qu'il faille vraiment pour que, au moins au niveau national, en tout cas, le gouvernement prenne conscience de cette urgence climatique et que les décisions soient vraiment suivies des faits? Donc, moi, j'ai eu la chance de participer à la Convention citoyenne de l'intérieur. J'ai été membre du comité de gouvernance, ce qui m'a permis disons, d'être présent à l'ensemble disons, tout au cours de ces week-ends au cours desquels les citoyens, les 150 citoyens ont élaboré leurs propositions, 150 propositions. Je rappelle qu'il y en a une qui n'a pas été votée, c'était la réduction du temps de travail, et 3 autres pour lesquelles Emmanuel Macron, fin juin, lorsqu'il nous a reçu les citoyens et le comité de gouvernance et quelques autres personnes à l'Élysée, il a utilisé 3 jokers, dont un joker sur la limitation de la vitesse sur autoroute à 110 km/h. Il reste 146 propositions et effectivement, on voit bien la difficulté du sans filtre, disons, et un peu l'abandon du sans filtre qu'Emmanuel Macron, le président, s'était engagé. En fait, on voit bien que je dirais presque chaque ministère. Alors, je suis un peu rapide et disons, j'y vais pas de façon très très fine, très détaillée, mais en gros chaque ministère dit en gros on est OK pour la transition énergétique, mais les mesures qui sont vraiment qui ressortent de mon ministère, faudrait quand même pas les faire. En gros, c'est ça pour le moment, ou en tout cas les retarder. Disons, Emmanuel Macron a parlé de temporalité, et moi je rappelle que, si on veut que la France respecte ses objectifs à horizon 2030, il aurait fallu que l'ensemble des mesures des citoyens, ça aurait été une condition nécessaire, peut-être même pas suffisante, soient mises en œuvre immédiatement. Donc effectivement dans les mois qui viennent, et on voit bien de nouveau ça va être un processus très lent et qui ne couvre pas toutes les propositions des citoyens. Voilà, alors donc on risque vraiment de ne pas respecter l'objectif de la France, et disons, les citoyens n'ont pas fait, ce qu'on leur a demandé, c'est que faut-il faire pour que nous respections la loi. Ce ne sont pas des mesures révolutionnaires, au sens que simplement la mission, c'est que doit-on faire pour respecter la loi. Et voilà où nous en sommes actuellement, et je crains que nous ne repartions pas sur une dynamique qui permette à la France de respecter son objectif à horizon 2030, de diminution de 40% à 90%, d'autant plus que l'Europe risque, ou alors c'est pas risque, mais a des chances de passer à un objectif de division par 2 à horizon 2050, et la France devra dans ce cas-là passer aussi elle-même, nous devrions passer dans ces cas-là à un objectif de division par 2 à horizon 2050. Ceci étant par rapport à 90, pas par rapport à 2020, mais sur quand même des émissions, moins 40%, c'est à peu près moins 25% par rapport à aujourd'hui. C'est quelque chose d'important, et il faut vraiment repartir sur un pied complètement différent, sur un mode de développement complètement différent par rapport à celui sur lequel nous nous sommes développés au cours des dernières décennies, si on veut y parvenir. La France a du retard, vous avez raison. Alors les émissions carbone nationales n'ont pas augmenté, elles ont plutôt légèrement diminué. Ce qui a augmenté, c'est l'empreinte carbone, c'est-à-dire quand on tient compte des importations, et ça c'est très important, parce que c'est ce dont on doit tenir compte. C'est effectivement à la fois les émissions sur le territoire national et des émissions importées, et bien sûr on tient compte aussi des émissions exportées, mais qui ne sont pas très importantes. Donc ce qu'on appelle l'empreinte carbone a effectivement augmenté. Merci beaucoup, Jean. D'ailleurs, je vois que Julien, un des internautes, nous recommande votre livre pour éviter le chaos climatique et financier que vous avez écrit avec Pierre Larouturou.
Je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir répondu à mes questions. Nous pouvons maintenant passer à la seconde partie de cette émission. C'est le temps de la conversation citoyenne. C'est le grand entretien. C'est le temps des questions, pardon. Stéphane, est-ce que nous avons une question sur Zoom d'un internaute? Oui, Magali, une question de Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Bonjour Jean depuis Noyal-sur-Vilaine qui le connaît. J'avais deux questions. Voilà. J'ai deux questions précises. Il y en a une, vous avez partiellement répondu. Je la fais très rapide. Les propositions de la Convention climat sont-elles pertinentes et devraient-elles être suivies rapidement par le gouvernement? Ma seconde question, en lien avec l'actualité, selon vous, quelles exigences devrait avoir le gouvernement et la Commission européenne dans le plan de relance en termes de conditionnalité des aides? Voilà, merci. Oui, donc… merci beaucoup. Attends, sur le premier point, disons oui, je pense que vraiment je les ai analysés, j'ai passé du temps sur ces propositions de citoyens, hein, bien sûr élaborées par les citoyens, et elles sont vraiment extrêmement pertinentes. Globalement, vraiment, elles sont pertinentes, bon, y compris des choses comme essayer de limiter la publicité sur on parle en particulier des SUV, voilà, donc la limitation du transport aérien au niveau national, sur le territoire national, elles sont très pertinentes et je dirais même, et je l'ai dit et redit, peut-être ça choquera certains qui nous écoutent, la limitation sur autoroute à 110 km/h est aussi très pertinente, hein, parce que c'est non négligeable comme diminution des émissions. Donc oui, elles sont pertinentes, il n'y a pas de problème. Donc la deuxième question, alors j'ai un peu oublié du coup. C'était sur le plan de relance, Jean. Est-ce que ce plan de relance, est-ce que les aides aux entreprises doivent être conditionnées? Bien sûr qu'elles devraient être conditionnées. Disons, le plan de relance au niveau français, alors on va voir au niveau européen, au niveau français, ce sont 100 milliards d'euros qui ont été annoncés, voilà, donc 30 milliards d'euros qu'on dira verts. Dans les 70 autres milliards, il y en a qui sont aussi assez vertueux, mais pas verts, mais qui peuvent être contribués à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais il y a aussi des soutiens à des secteurs, et on comprend quelquefois aussi la difficulté mais il fallait s'y prendre peut-être un peu plus tôt. Mais à certains secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre, et globalement, on peut craindre que ce plan de relance au niveau français ne se traduise pas par une véritable diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle que c'est inscrit dans la loi et actuellement, il faudrait multiplier par entre 2 et 3 l'effort français, disons la diminution qui est des émissions de gaz carbonique si on veut respecter l'objectif à horizon 2030, pratiquement le multiplier par 3. Donc on est loin du compte et je ne suis pas convaincu que le plan de relance, sauf si on y prête une véritable attention, c'est-à-dire une conditionnalité, puisse nous permettre de nous mettre sur une trajectoire qui à horizon 2030, disons, se traduise par une diminution des émissions de 40% d'au moins par rapport à 90, et je le redis, peut-être ce sera nécessaire de respecter 50% par rapport au plan européen. Alors au niveau de l'Europe, c'est un peu pareil. Disons que quand on regarde par exemple la Banque européenne d'investissement qui souhaite s'investir sur le climat, devenir en fait la banque sur le climat qui était appelée de nos vœux, eh bien cette banque a aussi, c'est un peu le même problème, elle a effectivement le souhait de faire des investissements identifiés, lutte contre le réchauffement climatique ou adaptation, mais elle souhaite aussi continuer à faire des investissements dans d'autres domaines. Et globalement, eh bien on risque de ne pas y arriver. Le problème, c'est il faut bien comprendre, mais je crois qu'on comprend tous, que si on veut atteindre neutralité carbone à horizon 2050, il faut réfléchir, il faut que tous les investissements qui resteront opérationnels à cette date, et il y en a beaucoup, hein, un bâtiment, disons beaucoup d'investissements dans l'industrie sont au-delà d'une trentaine d'années, et bien tous ces investissements s'inscrivent dans ces objectifs de lutte contre le réchauffement climatique ou d'adaptation. Et ce n'est pas le cas, et c'est ce qu'il faudrait réellement.
Merci Jean, mais c'est ce que vous dites aussi, c'est que souvent on relève des paradoxes dans les politiques qui sont appliquées avec des investissements qui vont aller pour la transition énergétique et puis à côté de ça, d'autres investissements qui vont aller sur des centrales à gaz ou sur des centrales autres à charbon dans d'autres pays, c'est ça, ou des importations massives. Limiter les paradoxes. Voilà. Une autre question, Stéphane, peut-être. Stéphane? Ah, bonjour. Je vois que nous avons un internaute en ligne. Bonjour monsieur, on vous écoute. Avec micro. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Jean Jouzel, que j'admire depuis bien longtemps maintenant en tant que lanceur d'alerte précoce. Et je vous félicite d'être toujours là et d'y croire encore. Merci pour nous. J'avais deux petites questions par rapport aux énergies renouvelables. Plusieurs scientifiques ou philosophes des sciences mettent un peu en garde sur le fait que le mot durable doit être qualifié dans la mesure où il y a durable court et durable long et que le durable court il risque de ne pas nous aider beaucoup. Donc les énergies renouvelables en général, l'éolien qui coûte très cher, qui doit être renouvelé, le photovoltaïque qui coûte très cher et qui demande des ressources relativement rares. Voilà, je me pose la question sur l'intérêt des. Donc, excusez-moi, j'ai pas très bien compris votre question. Je vais être honnête. On va essayer. Est-ce que vous pourriez être un peu plus synthétique, s'il vous plaît? Oui, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux énergies renouvelables, qu'il faudrait développer. J'ai un doute par rapport à des lectures que je fais, dans la mesure où ces énergies renouvelables ne sont pas durables à moyen terme ou long terme, très chères. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc Jean, une question vraiment sur les énergies renouvelables. Sur les énergies renouvelables. Je crois que, enfin, disons, pour que les énergies renouvelables se développent de façon, façon rapide, il y a au moins trois conditions. Il y a un aspect coût, et par exemple le coût du solaire a diminué pratiquement d'un facteur 10 au cours depuis les années 2000. Donc il y a un facteur coût, il y a un facteur matériaux. Il faut effectivement que ces panneaux solaires par exemple soient fabriqués si possible à partir si on fait appel à par exemple à des terres rares qui ne sont accessibles que dans des régions, un peu elles-mêmes assez inaccessibles. C'est le cas par exemple où la Chine, ou contrôlée par d'autres pays. Donc c'est un frein. Et aussi il y a tout le problème de la fin de vie de ces matériaux. Donc oui, vous avez raison, et c'est là que je plaide pour une recherche c'est l'efficacité de la recherche, ça doit être les objectifs de la recherche, d'améliorer effectivement sur ces différents volets le développement des renouvelables. Je vais vous citer quelque chose parce que je suis allé par exemple à l'Institut national de l'énergie solaire, donc c'est à Chambéry, c'est un institut entre le CEA et le CNRS, et disons que j'ai pris le temps de visiter, et par exemple on nous disait, et c'est peut-être les chiffres que vous avez, par exemple un panneau solaire, il y a beaucoup de gens disent encore, en gros, pour récupérer l'énergie utilisée pour produire le panneau solaire, pratiquement il faut la moitié du temps de son utilisation. Donc en gros il utilise beaucoup d'énergie par rapport à ce qu'il produit par la suite. Ça c'était vrai il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Mais maintenant par exemple, c'était les chiffres il y a 2 ans et ça s'est encore amélioré. Maintenant, un panneau solaire en France, dans des régions tropicales, pratiquement l'énergie, il a une durée de vie d'une 30aine d'années, et l'énergie utilisée pour le produire est récupérée en 1 an et à peu près en 2 ans en France. Donc vous voyez, il y a des progrès énormes aussi, et c'est cela qu'il faut viser. C'est-à-dire effectivement, par rapport il n'y a rien de parfait, il n'y a rien sans utilisation de matériaux, d'énergie, mais c'est là où la recherche doit progresser et aller vers et ça a été le cas pour les panneaux solaires, et ça va se poursuivre. Il y a beaucoup d'innovations de façon à permettre un développement des renouvelables qui ne bute pas sur les points que vous avez mis en avant.
Merci beaucoup, Jean. Alors, je précise que nous avons énormément de questions à la fois sur Zoom et sur nos réseaux sociaux. Du coup, voilà, on va essayer d'être synthétique pour prendre le plus de personnes possible. Du coup, on va aller voir sur Facebook. Bénédicte, je crois que nous avons aussi des questions d'internautes. Tu m'entends? Oui. Bonjour Magali, bonjour Jean, bonjour à Bonjour tous et Bénédicte. tous. Donc, nous avons une question de Léo sur Facebook qui vous remercie, Jean, pour tout ce que vous faites et qui souhaiterait savoir si nous ne sommes pas arrivés à un moment où il faut avoir des propos plus radicaux et si on ne devrait pas changer complètement de système économique. Merci beaucoup, Bénédicte. Donc, le rapport énergie-économie, Jean. Pardon. Bon, l'énergie, oui, disons, si on veut réussir à respecter les objectifs, simplement les objectifs de la loi, je dirais, hein, les engagements de l'accord de Paris, les objectifs de la loi en France, eh bien, c'est un changement complet de notre modèle économique, c'est très clair. C'est aller à marche forcée vers un système bas carbone. Donc, oui, c'est un, et voilà, donc, et on voit bien que, finalement, dans un système où le renouvelable prend de la place, il y a aussi un peu une modification du mode de fonctionnement de société, parce que c'est aussi donner plus. Vous avez ces énergies citoyennes, par exemple, qui se développent. Donc, c'est aussi donner plus de. C'est disons une approche plus démocratique, me semble-t-il, l'utilisation du renouvelable. Disons d'un développement de l'énergie qui est plus proche des populations. Donc, c'est effectivement un changement très fort de notre mode de développement. C'est loin d'être neutre. Alors comment le mettre en place? Donc bon, les aspects. Bon, je crois que personnellement, je pense que bon, l'écologie devrait être du ressort de tous nos décideurs politiques. Il se fait quand même qu'elle est un peu plus présente dans les je dirais dans les partis, disons, dits de gauche en général, au moins dans les textes, au moins dans les, disons, dans les textes, dans les objectifs. On a quand même du mal avec, disons, certains partis qui ne s'engagent pas vraiment. Emmanuel Macron s'est engagé. Moi, j'ai trouvé les engagements, disons, d'Emmanuel Macron extrêmement forts, mais il est d'une certaine façon au pied du mur. Maintenant, ces engagements qui ont été pris, y compris la loi, l'objectif, disons, neutralité carbone, doivent se concrétiser. C'est là qu'on va pouvoir juger ou non de la pertinence de la politique de notre président dans sa mise en œuvre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les décisions, que les annonces soient maintenant suivies des actes. Bien sûr. Voilà. Une autre question, Stéphane, sur Zoom peut-être? Oui, Yannick est en ligne. Bonjour Yannick, vous nous entendez? Bonjour Yannick. Oui, très bien. Bonsoir Jean-Joseph, bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'ai une question concernant la crise sanitaire là, que nous traversons, oui, qui a eu pour effet de diminuer l'économie, enfin, de ralentir l'économie. L'industrie est en berne, les transports diminuent aussi, notamment le transport aérien. Est-ce qu'on a pu mesurer les effets de la crise sanitaire sur le réchauffement climatique? Oui, donc sur le réchauffement climatique, comme c'est, disons, un effet à long terme, hein, disons, c'est la quantité de CO2 qui est dans l'atmosphère qui joue, de gaz à effet de serre, mais sur les émissions de gaz, il n'y a pas d'effet décelable actuellement, bien sûr, mais il y a un effet sur les émissions de CO2, et celles-ci ont diminué, mais probablement de 6%, autour de 6-7%, on verra les chiffres définitifs entre 2020 et 2019, et là on a un enseignement très fort. En fait, ça montre quoi? Et ça montre que la seule diminution d'activité n'est pas suffisante pour nous mettre sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris. Il faut changer fondamentalement de mode de fonctionnement de nos sociétés. Donc, je crois qu'un des enseignements de cette crise en termes de lutte contre le réchauffement climatique, c'est qu'effectivement, si on diminue l'activité, les transports, et bien on diminue les émissions de gaz à effet de serre, mais on est loin du compte. Il faudrait à peu près faire, disons, ces 5 à 6%, il faudrait les faire chaque année pour d'ici jusqu'à 2030 et par la suite également pour avoir des chances de rester autour de 1,5 degré. Donc voilà, c'est un enseignement fort. Il ne suffit pas d'arrêter nos activités, il faut en changer vraiment la dynamique et la mise en œuvre, et c'est ça le message de la crise du Covid pour un climatologue.
Et Jean, je me permets, quand vous parlez de 5-6%, c'est uniquement en France ou c'est au niveau mondial? Non, ça c'est au niveau mondial. Il y a les chiffres, bon, je n'ai pas le tableau là, il y a les chiffres par pays. Ça c'est au niveau mondial, c'est ce qui est important. Donc, disons, on sera autour, on était à 54 milliards d'équivalent CO2 en 2019, on sera peut-être à 50 en 2020. Mais il faudrait arriver disons, à 25 milliards, entre 25 et 30 milliards d'équivalent CO2 en 2030. On voit bien que, disons, la petite marche qu'on a descendue entre 2019 et 2020, il faudrait continuer à la descendre chaque année pour avoir des chances de respecter, et donc, de l'objectif de l'accord de Paris. Et c'est donc pas simplement la réduction de l'activité, il faut en changer complètement le modèle économique et, disons, passer de façon résolue à une économie sobre en carbone. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Nous avons une autre question. Encore, je crois, les internautes sont très présents ce soir. Hein. Stéphane, on t'écoute. Oui, et la Bretagne très représentée avec Ronan. Merci aux Bretons. Je vous remercie les Bretons d'être là. Jean Jouzel est né en Bretagne, hein, on précise, à Janzé. Oui. Allez-y, oui, excusez-moi. Excuse-moi, Stéphane. Oui, Ronan est en ligne. Oui, bonjour Jean Jouzel, merci beaucoup. Donc Ronan, moi je suis à Rennes, pas loin de Janzé non plus. Vous avez parlé tout à l'heure de l'emploi en début de conférence et donc moi je travaille à l'université de Rennes et je me dis que la formation et donc la prise en compte des urgences forcément climatiques, écologiques, sociétales et démocratiques dans tous les programmes de formation, c'est quand même un enjeu majeur. Et quand on sait un petit peu aussi la difficulté ou la lourdeur que peut être la réforme des programmes, voilà, moi je me demande, je sais que vous pilotez un groupe de travail à ce sujet là, à la demande de la ministre. Et est-ce que vous avez déjà des grandes lignes qui se dégagent de ce travail que vous pourriez peut-être présenter ou à ce sujet? Oui, alors oui, d'abord merci Ronan. Oui, effectivement, disons que suite à la mobilisation des jeunes, disons Jean-Michel Blanquer a accepté de modifier les programmes de l'école, du collège, du lycée. Ça, c'est en route et ça devrait se concrétiser donc effectivement dès la rentrée 2022. Et c'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire cette mobilisation des jeunes. Disons la réponse de Frédérique Vidal, elle a aussi senti après disons ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer au niveau de l'éducation nationale, elle s'est sentie disons, elle s'est motivée en tout cas pour que cela se passe si possible au niveau de l'enseignement supérieur. Donc elle m'a confié une mission que je préside. Donc l'objectif de la mission est ambitieux puisque quelles mesures faudrait-il prendre pour que 100% des étudiants sortant de l'enseignement supérieur, que ce soit de l'université, des écoles ou d'autres filières, sachent de quoi ils parlent, ces étudiants, quand ils sortent de disons, quand ils terminent leur enseignement. Et on est loin du compte actuellement. Je dirais que beaucoup des personnes qui sont décisionnaires aussi bien du point de vue économique que politique ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de la transition écologique. Donc il y a beaucoup à faire. Donc les premières recommandations qu'on a mises sont d'ordre tout à fait général. C'est justement, mais disons je dirais qu'on a remis des premières recommandations à la ministre en juillet. Comme elle ne les a pas encore présentées, donc je n'en parlerai pas trop ici, mais elles sont assez générales. Et normalement, il devrait y avoir une deuxième étape plus sur comment on rend concret ces recommandations. Les recommandations générales, on recommande effectivement aux universités, aux écoles de prendre vraiment le taureau par les cornes en termes d'enseignement liés à la transition écologique. Il ne s'agit pas simplement du climat. On parle bien de transition écologique, les aspects biodiversité, pollution, santé, environnement étant également très importants. Donc ça, c'est en marche. Les premières recommandations sont assez générales, disons, sont vraiment, disons, d'information, de motivation, ce qu'on souhaiterait globalement et ce que souhaite la ministre, et c'est une adhésion. On veut, disons, comme vous savez, il y a tout à fait à juste titre la liberté des universités et des universitaires qui est tout à fait légitime, et ce qu'il faut faire, et c'est ça notre difficulté, et
tout cas moi c'est l'objectif que nous avons avec ce groupe de travail, c'est comment on fait adhérer les universités, les écoles à ce projet et comment on le partage. C'est plutôt la démarche qu'on a actuellement que des recommandations précises qui devraient venir normalement dans un second temps, et ça devrait être cette année, mais c'est vrai que là on n'est pas encore reparti dans cette seconde phase, mais j'espère que ça se fera assez rapidement. Très bien, merci beaucoup. On va repartir sur les réseaux sociaux avec Bénédicte. Nous avons encore des questions. Oui, une question d'Alexis sur Facebook qui souhaiterait savoir ce qu'il faudrait prioriser pour avoir un impact rapide et conséquent sur notre consommation énergétique, les particuliers, les entreprises, les transports. Merci beaucoup. Donc Jean, sur quoi prioriser nos investissements et nos actions ? Moi, je crois que pour répondre à cette question, il est intéressant d'avoir la typologie des émissions en France. En France, disons se déplacer, se loger, se nourrir, c'est plus de la moitié des émissions. Donc, c'est d'ailleurs autour de ces 3 thèmes et de 2 autres thèmes, produire et puis consommer, produire, travailler et consommer, qu'ont été organisées les discussions des citoyens. Donc, en fait, quand on regarde, c'est vraiment notre vie de tous les jours, se loger, enfin en gros le domestique, disons se loger, se nourrir, se déplacer. Alors, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Alors, comment on joue, par exemple, évidemment, se déplacer, eh bien, c'est essayer de promouvoir les transports en commun, essayer de promouvoir également le train, par exemple, plutôt par rapport à l'avion, c'est essayer de promouvoir les transports, la mobilité douce, le vélo, par exemple. Voilà. Mais donc, pour tout cela, il y a c'est un aller-retour entre le citoyen et puis la puissance publique. Généralement, les régions ont un rôle très important. L'État, c'est pas forcément le rôle de l'État. Quand on va parler de bâtiments, d'urbanisme, de mobilité, c'est souvent au niveau des communautés d'agglomération, des territoires que les choses se passent. Ça, c'est un premier point. Mais disons que d'un côté, il faut une volonté des citoyens, d'utiliser les transports en commun quand il y en a, mais il faut aussi qu'il y en ait. Donc, il faut aussi une volonté de la puissance publique, et quand je parle de puissance publique dans ce cas-là, c'est plutôt les collectivités régionales, locales qui ont un grand rôle à jouer. Ça joue pour la mobilité, ça joue pour aussi bien sûr tout ce qui concerne le bâtiment, et il devrait y avoir dans le plan de relance pas mal d'argent mis sur le bâtiment, et la crainte c'est plutôt que la crainte du secteur bâtiment, c'est qu'il n'y ait pas assez de compétences pour le moment pour, se mettre en, que ce soit fait de façon efficace et suffisamment rapide, ces isolations. Et vous voyez bien déjà que quand on regarde les propositions citoyens, certaines des propositions qui étaient comme comment on fait pour, par exemple, à chaque session soit d'un appartement, soit d'une maison, mais enfin les dates sont un peu différentes, eh bien on exige une rénovation en termes énergétiques. Comment fait-on cela? Est-ce que c'est ce qui a été proposé par les citoyens, qui ne sera pas forcément mis en œuvre, mais voilà, comment fait-on ça? C'est important. Et puis c'est vrai aussi dans le domaine agricole, il y a beaucoup aussi dans le domaine agricole de possibilités de diminuer les émissions, aussi en termes de pertes alimentaires, de régime alimentaire également, il y a beaucoup de possibilités. Donc c'est surtout ces aspects, mais il faut bien voir que, nous sommes également concernés, chacun d'entre nous. Il ne faut pas toujours se retourner vers la puissance publique. C'est vraiment, des décisions politiques au sens noble du terme, dans lesquelles les collectivités à tous les niveaux sont largement impliquées, et les territoires pour ce qui concerne l'agriculture, tout le système agriculture-alimentation. Donc c'est un effort de chacun. Évidemment, il n'y a pas que les collectivités. L'enseignement, on en a parlé, a un rôle important à jouer. Les entreprises ont un rôle important à jouer, et certaines le jouent et voient bien que, leur potentiel de développement, c'est aussi de s'investir dans cette transition. Voilà, bien sûr, les ONG ont aussi un rôle très important à jouer, les médias, tout le monde a un rôle à jouer, mais il ne faut pas toujours regarder vers les autres. C'est aussi chacun d'entre nous qui doit, s'y investir. On peut chacun d'entre nous s'y investir aussi, pour beaucoup d'entre nous, dans notre vie professionnelle et, en tout cas, dans notre vie de citoyen.
Merci Jean. Justement, vous nous dites qu'il faut nous investir, mais il y a Julien qui pose une question et qui dit mais comment donner envie à nos concitoyens de s'investir justement dans cette société bas carbone et puis à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Alors à quoi elle ressemblerait? Je pense d'abord que par rapport aux jeunes, pour moi, elle reste techniquement possible. D'ailleurs, vous voyez, elle est affichée par l'Europe, elle est affichée si c'est Joe Biden qui est élu aux États-Unis, elle est affichée par la Chine. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas impossible, ou alors on marche sur la tête. Donc, elle est possible et elle est attractive. Pourquoi elle est attractive? Eh bien, pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que la mettre en œuvre, c'est quand même beaucoup d'innovation, de recherche. Là, pas simplement de recherche technologique. On parlait tout à l'heure des recherches nécessaires dans le domaine du renouvelable, et il y en a beaucoup en termes par exemple de stockage d'énergie, il y a beaucoup de choses à faire, mais aussi au niveau du fonctionnement de nos sociétés. Donc on a vu le développement par exemple de l'autopartage, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en œuvre dans une société qui permettrait de respecter les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Donc c'est beaucoup d'innovation, innovation technologique, innovation sociétale, et je pense que c'est aussi, et on l'a dit au niveau de l'Europe, on le dit au niveau de la France avec 900 000 créations d'emplois, c'est aussi attractif en termes de création d'emplois. Donc il n'y a aucune raison, et c'est synonyme de dynamisme économique. Les secteurs d'activité qui s'accrocheront elle est inéluctable cette transition. Donc elle se fera plus ou moins vite, mais elle se fera. Et donc les secteurs d'activité qui s'y engouffreront les premiers seront gagnants économiquement, pas simplement écologiquement. Et donc c'est pour ça qu'on a toutes les raisons de le faire. Je le pense sincèrement. Alors voilà, donc j'engage sous les jeunes, je ne sais pas, disons quelle est l'activité. Je le redis, il n'y a pas un secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon problème. Donc quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous pouvez effectivement participer à la lutte contre le réchauffement climatique, et je le redis dans la vie de tous les jours aussi également. Merci beaucoup Jean. Nous allons maintenant passer à la troisième partie de cette émission parce que Sans Transition, avec son Webson, c'est la revue engagée du local au global. Et du coup, nous voulions faire un focus sur les territoires. Jean Jouzel et Breton, c'était l'occasion. Nous partons en Bretagne pour une quinzaine de minutes. Et donc, nous sommes en Bretagne avec Gwenola Kervin-Jean, donc qui est présidente de l'association Bretagne Vivante. Bretagne Vivante, association de protection de l'environnement spécialisée dans la biodiversité, qui fédère 3500 adhérents avec 300 bénévoles actifs et 600 salariés sur le terrain. Gwenola, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui. Bonjour Gwenola. Salariés, c'est 60. Bonjour. 66 salariés. J'allais dire, ça avait beaucoup augmenté. 66 salariés, pardon. Du coup, Gwenola, j'avais une question à vous poser. Quels impacts du changement climatique est-ce qu'on peut observer sur la biodiversité bretonne? Alors, c'est pas toujours facile d'évaluer ce qui relève de la destruction des habitats et ce qui relève du réchauffement climatique. Du coup, pour illustrer un petit peu le travail ou le retour d'expérience de Bretagne Vivante sur les relations entre la biodiversité et le changement climatique, on a décidé de mettre en place quelques études ou certains programmes et le fait de discuter aussi avec certains naturalistes, on peut avoir quelques éléments. Donc le premier projet mis en place en 2017 pour tenter de suivre et de comprendre les changements globaux, notamment sur les estrans, ça a été de mettre en place un observatoire des changements des estrans. L'objectif, c'est d'avoir tous les mois, lors des grandes marées, on a des équipes qui se répartissent sur le littoral et qui inventorient les espèces sensibles, des espèces ciblées aussi, qui devraient nous permettre de caractériser à la fois le réchauffement climatique et d'estimer l'érosion de la biodiversité, et éventuellement aussi de voir quelles sont les disparitions possibles liées à l'élévation du niveau de la mer. Et au fil du temps, les sorties mensuelles nous permettent donc d'engranger de la donnée et aussi de former les personnes qui le souhaitent. Ce travail, c'est l'occasion aussi de mettre
en place des collaborations avec d'autres associations ou des organismes de recherche. Et en fait, j'ai interrogé quelques naturalistes pour savoir si aujourd'hui on pouvait déjà avoir des indices. Et peut-être que le plus facile pour essayer pour mettre en évidence l'impact du changement climatique, ceux qui ont réussi à le mettre en évidence, ce sont plutôt les gens qui s'intéressent aux insectes et en particulier aux orthoptères, qui sont les criquets, sauterelles, les grillons. Où là, c'est peut-être dans ce domaine où on a le plus d'éléments faciles à identifier, même si on a peu de publications, pas de publications locales et peu de publications à l'échelle de l'Europe, on observe quand même en Bretagne, par exemple, des nouvelles espèces qui n'étaient pas connues ou qui étaient connues jusqu'à présent au sud et qui maintenant sont connues, par exemple, dans les Côtes d'Armor. On peut citer l'amande religieuse, qui est une espèce que tout le monde connaît. Et en fait, il s'agit souvent d'espèces qui se trouvent en limite d'aire de répartition et puis qui se mettent à coloniser de nouveaux territoires. On a observé notamment pas mal d'espèces qui arrivent dans le Finistère ou dans les Côtes d'Armor, qui n'y avaient pas auparavant. Et d'après le naturaliste que j'ai interrogé, lui, il pense que c'est vraiment lié au changement climatique. Et inversement… Donc, il y a des espèces qui bougent. Oui, voilà. Il y a des espèces qui bougent, on observe des migrations d'espèces dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Gwenola. Nous allons maintenant passer la parole à Arnaud Clogerie, donc, qui est également en Bretagne. Lui est directeur d'Eau et Rivières de Bretagne. C'est aussi une association de protection de la nature qui travaille aussi sur la biodiversité et qui est membre de France Nature Environnement. Elle agit depuis 50 ans en faveur de la protection de l'eau et des milieux naturels. Elle est à l'origine aussi de nombreux procès. Vous avez pu en entendre parler dans les médias. Sa vingtaine de salariés et ses 1300 membres œuvrent à la qualité de l'eau de la source à la mer. Arnaud, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. J'espère que vous m'entendez. Je vous entends formidablement bien. Du coup, Arnaud, j'ai envie de vous poser la même question qu'à Gwenola, mais non pas sur la biodiversité, mais sur l'eau. Est-ce que vous pouvez observer dès aujourd'hui des impacts du changement climatique sur la ressource en eau, ou alors qu'est-ce que vous attendez dans les années à venir? En effet, alors déjà, avant de répondre à la question, je salue Monsieur Jouzel, je remercie Sans Transition. J'avais envie de commencer par ce bon mot. Monsieur Jouzel, il nous permet de remettre la science, de faire de la science un objet, ou quelque chose qui bouscule nos consciences et ça fait du bien. Je crois qu'on a besoin de la remettre au cœur de nos décisions. Alors, la question sur les effets que l'on perçoit sur la Bretagne, sur l'eau en Bretagne, sont assez nombreux. Alors, ce que les climatologues, et M. Jouzel complétera, nous disent, c'est qu'on est dans une zone intermédiaire qui peut paraître comme relativement épargnée au regard de ce que d'autres régions du monde vont subir. Pour autant, on aura sans doute à subir des périodes d'étiage, donc de débit moindre sur les cours d'eau, beaucoup plus longs en été, et sans doute des précipitations au moins équivalentes, mais peut-être plus intenses. Et peut-être que ce que la Bretagne aura le plus à subir, c'est un afflux de population. Les réfugiés climatiques ne sont pas toujours ceux auxquels on pense. On a déjà beaucoup de phénomènes d'installation en Bretagne de population, et ça, ce n'est pas sans lien avec la question d'alimentation en eau potable sur laquelle je reviendrai. Les impacts, ils sont aussi sur le domaine littoral. Je passe très vite sur les submersions marines, sur l'érosion qui va s'accentuer, et sur un autre phénomène qui est plus méconnu, qui est celui du biseau salé, c'est-à-dire avec l'élévation de la hauteur des mers. Et bien finalement, les forages côtiers qui permettent dans certaines communes d'alimenter en eau potable les populations vont se retrouver confrontés à des phénomènes d'entrée d'eau salée et en ce sens vont complexifier l'alimentation en eau potable des populations.
Sur la biodiversité, je salue Gwenola. C'est vrai que on observe beaucoup de choses sur les biodiversités dans les milieux aquatiques. On ne peut pas s'empêcher de penser que l'effondrement total des populations comme l'anguille ou le saumon atlantique, dans une moindre mesure, ne sont pas complètement déconnectés du réchauffement climatique, même s'il y a beaucoup de facteurs en jeu. Donc, on subit déjà les conséquences de ce réchauffement. Évidemment, ça touchera à la principale économie bretonne, qui est celle de l'agriculture. Les sécheresses estivales vont sans doute s'accroître, et puis les besoins donc des cultures, mais aussi du cheptel animal, qui est le plus grand cheptel de la ferme française, vont évidemment devoir s'adapter. Et puis, je reviens sur la question des villes et de l'alimentation des populations en Bretagne, puisque dans les villes, au-delà des îlots de chaleur, au-delà des risques d'inondation accrus, pas dans les mêmes proportions que dans le sud de la France, mais on a quand même à craindre des épisodes qui parfois sont difficiles en Bretagne. Eh bien, toutes ces questions sont des questions qui sont liées à notre capacité à nous adapter aux évolutions climatiques. Alors, sur l'alimentation en eau potable, je voulais simplement vous donner un chiffre. En 2017, on estimait les besoins à 284 millions de mètres cubes et on les estimera à 320 millions de mètres cubes en 2040. Et ces 320 millions de mètres cubes, il faudra les prendre quelque part. Et c'est en tout cas pas dans des cours d'eau qui aujourd'hui n'atteignent le bon état écologique que pour 40% d'entre eux. Et en plus, de façon pas homogène, c'est 40% à l'échelle de la Bretagne, le bon état écologique des cours d'eau. Mais pour l'Ille-et-Vilaine, on n'en est qu'à 3%. Et c'est sans doute pas en maintenant des rivières dans des états dégradés comme elles le sont aujourd'hui qu'on arrivera justement à s'adapter à ces difficultés que vont produire le réchauffement climatique. Donc si on ne change pas, on va dans le mur. Merci beaucoup. Oui, si on ne change pas, on va dans le mur. Et donc, ce qu'on défend, oui, je finis juste avec une phrase, simplement, si les associations et si les citoyens ne s'engagent pas dans les associations, on aura peu de chances d'arriver à modifier cette économie qu'appelle de ses voeux aussi M. Jouzel. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Donc, l'engagement des citoyens dans les associations, Jean Jouzel, quelle pensée? Est-ce qu'il est absolument nécessaire? On a parlé de perte de la biodiversité, on a parlé d'augmentation des risques aussi climatiques sur les habitats. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces deux experts bretons? Par rapport à Gwenola et Arnaud, je les remercie tous les deux. Bien sûr, donc moi je connais bien ces associations, en particulier aux rivières. C'est un peu anecdotique, mais disons, samedi dernier, je devais normalement faire une conférence avec Jean-Claude Pierre, qui est une figure emblématique à Saunières, donc à côté de Janzé. Malheureusement, Jean-Claude était contact Covid et ça a été supprimé. Voilà, donc disons, on devait faire un travail sur donc justement avec un des initiateurs il y a maintenant une 50aine d'années, Jean-Claude Pierre d'Eau et Rivière. Je connais aussi très bien bien sûr FNE et en particulier Denez Justice lorsqu'il en était président. Donc pour ce qui concerne la biodiversité, c'est vrai que pour le vivre, je dirais quand même la difficulté a été bien soulignée par Gwenola. Donc moi, j'ai vécu dans cette Bretagne. Les paysages ont été complètement modifiés entre ceux de ma jeunesse, disons, et ceux qu'on a maintenant. Donc il y a eu un remembrement assez massif. Je pense que le remembrement était nécessaire, mais peut-être n'a-t-il pas été fait de façon optimale. Dans certaines régions, oui, mais pas partout en tout cas. À Janzé, j'aime pas trop la façon dont il a été fait. Je le dis, mais voilà. Donc il a été il y a des régions. Voilà. Donc il y a disons, il y a tel bouleversement des paysages. Voilà, la souligner, de mettre en évidence, sauf effectivement probablement à partir de ce que vous avez dit, Gwenola, sur les insectes, disons une partie, disons réchauffement climatique. C'est un peu plus difficile parce que sur la perte de biodiversité. Ensuite, moi, j'aime bien. Il y a un point qui est Arnaud qui est très clair, c'est ce qu'a dit Arnaud est très clair, c'est-à-dire qu'on est dans une région en Bretagne où la quantité annuelle de précipitations a priori n'est pas appelée à être modifiée, où on risque d'avoir des précipitations plus intenses. Alors elles tomberaient de façon saisonnière peut-être un peu différente et avec des façons plus intenses. Et malgré tout, on va en Bretagne vers une diminution finalement du débit des rivières. On va pas parler de fleuves en Bretagne, du débit des rivières, parce que
ce qu'oublient beaucoup de gens, c'est que même si les précipitations restent constantes, eh bien l'augmentation de température se traduit par une augmentation de l'évaporation. Donc c'est ça qui est important, et disons 1 degré de plus, c'est 5 ou 6% ou 7% de plus d'évaporation. Et donc c'est très important de souligner que même dans un pays comme la Bretagne, où les précipitations globalement, pourraient rester du même ordre de grandeur à l'échelle annuelle, pas forcément dans les détails. Il pourrait y avoir effectivement cette évaporation entraîne aussi des sécheresses estivales, avec le réchauffement également peut-être plus important. Voilà, ça c'est un point important. Et pour les rivières, quand même, le vrai point, là aussi, il y aura une influence du climat, mais pour le moment là, moi je suis près d'une rivière qui s'appelle la Seiche et qui a quand même été très polluée, disons, par une usine de Lactalis, donc c'était très clair il y a 2 ans maintenant. Disons, il y a plus ces problèmes de pollution que des problèmes, qui là aussi masquent les effets du climat. Donc on a en termes d'environnement beaucoup le climat est un des facteurs, mais n'est pas ni sur la santé des rivières, ni me semble-t-il sur la biodiversité, pour le moment le facteur déterminant, mais ça risque de le devenir si le réchauffement climatique est important, évidemment. Merci beaucoup, Jean. Je suis désolée, je vais vous demander d'être un petit peu plus succinct dans vos prochaines réponses parce qu'il nous reste plusieurs personnes à intervenir et je ne sais pas si on va avoir le temps. Voilà, ceci étant dit. On va repartir en Bretagne avec Malo Boussel du Bourg, donc qui est directeur de produits en Bretagne, une association qui regroupe 420 entreprises adhérentes, soit près de 110 000 salariés. Et la structure s'engage à travers sa marque phare, donc Produits en Bretagne, pour le développement économique et culturel breton. Et justement, est-ce que vous êtes avec nous, Malo ? Oui, je suis avec vous. J'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Ce qu'on voulait voir avec vous, c'était le niveau entrepreneurial aussi dans ce réchauffement climatique. Et on voulait savoir comment les entreprises pouvaient-elles diminuer leur impact. Alors, je vais vous faire la même réflexion par contre que Jean Jouzel, je vais vous demander d'être assez succinct, Malo. On est un peu court en timing. D'accord. Alors, Produits en Bretagne, qui existe depuis 1993, pendant les 25 premières années de son existence, a basé son développement en fait sur l'achat local comme outil du développement de l'emploi localement, un acte citoyen. Et puis depuis 5 ans à peu près, on a commencé à sentir que ça suffisait plus, et notamment auprès des populations, des jeunes publics qui attendent un engagement plus large en fait, qui embrasse l'ensemble des entreprises et pas seulement l'agroalimentaire, y compris donc les services. Et du coup, on a décidé dans Produits en Bretagne d'ajouter à notre pilier achat local un pilier achat responsable. Et à partir de 2021, l'ensemble de nos membres vont devoir chaque année rendre public un rapport de progrès qui balaye 7 grands chapitres et parmi eux, un chapitre environnement. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour aller au concret. Cette année, par exemple, avec la région Bretagne, on a monté tout un programme de formation sur l'économie circulaire avec un groupe de travail sur les plastiques, par exemple, et des résultats assez concrets pour les remplacements de plastique dans les fast-foods. Il y a également une vingtaine d'entreprises qui se sont mobilisées pour créer ce qu'on appelle le GIE des chargeurs de la Pointe de Bretagne, qui consiste à mutualiser la logistique pour pouvoir diminuer le nombre de camions sur la route. Et cette initiative permet de diminuer de 1300 le nombre de camions qui sont chaque année sur la route. On encourage également des démarches de méthanisation par des fédérations de collecte de déchets organiques pour pouvoir produire son énergie, à l'exemple de ce que fait l'entreprise Bretz Alto, qui fournit les chips Bretz et qui fournit sa propre énergie, qui produit sa propre énergie à partir de ses huiles usagées et de ses déchets de pommes de terre. Et puis en fait, le progrès, c'est aussi des toutes petites choses, comme par exemple dans une entreprise, manchonner les tuyaux d'eau chaude dans un atelier de production. Ça change la consommation d'énergie. Ça peut être aussi, comme on l'a fait, une formation dans la restauration en domicile pour diminuer le gaspillage dans les cantines. En fait, c'est une somme aussi de petits actes quotidiens. Vous voyez qu'on avance et qu'on a envie, en tout cas, vraiment d'accompagner la transition pour faire de la région Bretagne une région pionnière en la matière. Merci beaucoup, Malo. Jean, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ce sont par des petites actions, entre guillemets, parce qu'il faut déjà les mettre en place. La RSE, c'est aussi toute une somme d'actions qui font un gros impact. Qu'est-ce que ça vous inspire? Elles sont nécessaires aussi sur les territoires.
Non, elles ne sont pas nécessaires, elles sont indispensables. Il faut que les entreprises s'engagent, c'est très clair. Et plus il y a d'entreprises, et merci à Produits en Bretagne de s'investir, plus il y a d'entreprises à prendre, disons, au sérieux et pour certaines à bras-le-corps ces problèmes environnementaux au sens large, plus vite on ira vers des solutions viables. Bien sûr, il faut je crois que dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la préservation de la biodiversité, tout le monde a un rôle à jouer. Les citoyens, les ONG, les entreprises ont également un rôle à jouer. Et moi, je salue l'engagement des entreprises. Voilà, et ça, on n'y arrivera pas si les entreprises bretonnes en Bretagne ne s'investissent pas. Et voilà, il y a du chemin à faire. Moi, je fais beaucoup de conférences dans les entreprises en Bretagne, dans le milieu agricole, et il y a une prise de conscience de plus en plus forte et claire de ces problèmes environnementaux, et c'est très bien ainsi. Et je vous remercie donc. Merci beaucoup. Nous avons toujours beaucoup de questions d'internautes et à la fois sur Zoom, à la fois sur nos réseaux sociaux. On a le temps d'en prendre peut-être une ou deux, donc il faut vraiment nous excuser. Voilà, je tiens à le dire, on est victime de notre succès. On s'excuse aussi auprès de Sarah Muller de l'association Brudette qui voulait s'exprimer, mais malheureusement, on n'a plus le temps. Donc Stéphane, peut-être une autre question sur Zoom, s'il te plaît? Oui, une question de Cyril tout de suite. Oui, bonsoir à Cyril, tous. on vous écoute. Bonsoir, monsieur Jouzel. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, oui. Très bien, Cyril. Oui, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Jouzel. Je voudrais savoir quelle place vous donneriez à l'énergie nucléaire dans la transition. Autrement dit, selon vous, où serait idéalement placé le curseur entre Jean-Marc Jancovici, qui est absolument pour, et l'association Négawatt? Donc oui, j'ai un peu répondu à cette question. Disons, j'ai été co-rapporteur de la loi sur la transition énergétique qui, disons au titre du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, et je pense que la loi est équilibrée, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse se passer du nucléaire, disons pour un objectif neutralité carbone à horizon 2050. Voilà, mais je pense que disons la seule façon pour que le renouvelable au sens large, alors que ce soit le solaire ou bien l'éolien, ou se développe, il faut lui laisser effectivement de la place et du dynamisme. Et donc, je crois que, disons, la loi actuellement me convient à peu près. Voilà, donc d'une limitation de la part du nucléaire, mais je crois que le nucléaire aura toujours une place en France d'ici 2050 et enfin, en tout cas d'ici 2035. Donc maintenant, je crois c'est moins. Enfin, disons que le nucléaire ne doit pas représenter plus de la moitié de l'électricité. Ça veut dire aussi qu'il faut tout faire. Le développement des renouvelables a du retard en France. Nous devions atteindre 23% en 2020, on en est plutôt en dessous de 20%, et l'objectif de 32% de renouvelables de l'énergie, en termes d'énergie globale, là, à horizon 2030, ne sera pas si facile à atteindre. Donc voilà, donc il faut aussi favoriser le développement des énergies renouvelables et ne pas le freiner comme certains le font dans certaines régions également. Beaucoup. Peut-être Stéphane sur Zoom. Oui, une prochaine question de Lionel. Lionel, vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour Magali. Bonjour Lionel. De Sans Transition. Oui, on se connaît effectivement. Voilà, on a nos réseaux qui passent à l'antenne. C'est une surprise. Voilà, à Malocène, au pied du Mont Ventoux. Alors oui, j'ai une petite question. Rapidement Lionel, s'il te plaît. Oui. Tout à fait. Je vais reprendre ce que j'avais écrit sur Zoom pour une question alimentaire. Donc l'alimentation est un sujet particulièrement transversal dans lequel chacun a un pouvoir d'achat et de vote à conséquences immédiates. Ça, on peut le constater chacun tous les jours. Dans quelle mesure la bio locale globale participe-t-elle à changer de cap? Et en fait, plus concrètement, moi étant sur le terrain pour accompagner les restaurateurs à passer en bio en France, en fait, moi je vous demande sur quoi il faut insister particulièrement auprès d'eux pour qu'ils prennent conscience de tout ce dont on a parlé et échangé depuis le début de cette conférence. Donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il est assez... Pardon, là il y a de l'écho, là je suis navré. Pardon,
Benjamin, il y a un écho, s'il te plaît. Oui, merci. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas forcément, en termes de production, beaucoup de différence entre quelque chose qui est produit, un produit bio et un produit, disons, traditionnel, disons, ou conventionnel, on dirait. La différence se joue, et c'est ce que vous avez souligné, sur le mode d'approvisionnement. Donc, par exemple, si le bio est local, c'est effectivement plus intéressant voilà, si le bio est importé, on doit aussi se poser des questions. Alors, pas en termes d'alimentation. Donc, il faut bien séparer les problèmes. En termes de qualité d'alimentation, il y a pas photo, évidemment. En tout cas, ce sont des choix tout à fait respectables et raisonnables que de choisir le bio. Voilà. Mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le caractère local des produits qui joue le rôle le plus important. Donc c'est cela qui est important en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc évidemment les autres points sur lesquels on peut jouer en termes d'alimentation, c'est évidemment le gaspillage alimentaire, le régime alimentaire lui-même. Donc et aussi dans la production agricole, on peut aussi diminuer les émissions. Donc il y a dans le système, je dirais, agriculture-alimentation, il y a de nombreux leviers sur lesquels on peut jouer, et en particulier, pour ce qui nous concerne dans votre question, le fait de s'alimenter localement, disons, au maximum des produits d'origine locale, est quelque chose qui est important du point de vue émissions de gaz à effet de serre. Merci Jean. Nous avons une autre question. Alors je vais la poser moi-même puisque l'internaute n'a pas de webcam. Du coup, c'est Sylvie qui nous demande quels sont les impacts du réchauffement climatique sur la santé et comment est-ce que les mutuelles peuvent faire comprendre les enjeux auprès de leurs adhérents. Donc il y a beaucoup oui, ça a été largement étudié. Il y a tout un chapitre dans le dernier rapport du GIEC sur changement climatique et santé, effectivement. Et donc il y a une fragilité de certaines populations, disons, par rapport aux événements extrêmes. Donc c'est des problèmes de santé, y compris jusqu'à des victimes. On peut parler de cyclones, d'inondations. Voilà, il y a aussi disons, le premier problème de santé qui risque de se faire jour, c'est l'impossibilité d'assurer la sécurité alimentaire dans certaines régions. Donc, le réchauffement climatique se traduira par une instabilité au niveau de la sécurité alimentaire. Il y a aussi des problèmes psychiques, disons, qui peuvent se faire jour en termes de réchauffement climatique. Et si on a un réchauffement climatique très important, eh bien, on pourrait aller jusque dans certaines régions l'été, dans des régions qui deviennent invivables. En ce sens que la température de ces régions et, disons, c'est une conjonction de la température et de l'humidité fait que pratiquement, eh bien, on ne peut pas vivre dehors, disons, dans ces conditions de température et d'humidité qui pourraient être atteintes dans certaines régions de la Chine, de l'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, dans un cas de réchauffement climatique de quelques degrés, et ces régions deviendraient quasiment invivables, c'est-à-dire qu'on ne pourrait plus avoir d'activité extérieure l'été. Et donc ça, il y a vraiment d'un lien très fort entre changement climatique et santé. Le premier étant vraiment le risque de malnutrition dans certaines régions. Merci Jean. Nous allons prendre une dernière question vraiment très rapidement sur les réseaux sociaux. Bénédicte, je crois que tu es là. Oui, tout à fait. Une nouvelle question de Léo sur Facebook qui pose une question par rapport à la future élection présidentielle. On ne voit pas de proposition alternative et disruptive, pour reprendre le terme cher à Emmanuel Macron, de modèle économique et social. Est-ce que vous envisagez de vous engager sur une liste qui proposerait une société alternative? Oui, alors... Allez Jean, la question politique pour terminer. Oui, la question politique, je me suis engagé au niveau européen, enfin avec Pierre, je me suis engagé au niveau disons, municipal. Donc j'étais président du comité de soutien d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, donc c'était d'ailleurs passionnant, et donc d'une certaine façon ça a abouti. Je me suis aussi engagé disons, auprès de Benoît Hamon, c'était plutôt un échec. Je pense que par exemple Anne Hidalgo, elle a le mérite de faire ce qu'elle s'est engagée à faire en termes justement sur ces aspects et disons l'écologie au sens large qui est quand même très présente dans son programme. Et quand on regarde disons Paris tel qu'elle l'imagine à l'horizon de 5 ans, eh bien c'est un Paris différent d'aujourd'hui qui s'est déjà quand même disons beaucoup amélioré en termes de mobilité douce,
évidemment, c'est peut-être un peu difficile pour les automobilistes qui veulent aller dans les centres-villes, mais c'est quand même l'avenir des grandes métropoles comme Paris de se libérer des voitures dans les centres-villes. C'est clair qu'il faut imaginer une ville un peu différente de celle qu'on a connue il y a 10, 20, 30 ans. Et dans le cas, c'est ce que fait Anne Hidalgo et c'est ce qu'elle s'attache à faire sur Paris. Et donc, moi, j'ai cet engagement. Je n'ai pas réfléchi à d'autres engagements au niveau des présidentielles. On verra bien. Peut-être Anne Hidalgo se présentera-t-elle d'ailleurs. On verra. Mais voilà. Donc, mais j'aimerais que disons globalement, ces aspects liés à l'écologie prennent une véritable importance, une véritable place dans la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est très clair. Merci beaucoup, Jean, et on espère que vous serez présent, en tout cas qu'on pourra en rediscuter. Voilà. Moi, Magali, je peux remercier tous. J'ai eu beaucoup de mots gentils par beaucoup de ceux qui nous écoutent et je souhaiterais vous en remercier. C'est très sympa, chacun d'entre vous, tous les mots sympas que vous avez dit par rapport à l'action que j'ai essayé de conduire avec beaucoup d'autres. Voilà, à la fois comme scientifique, mais aussi peut-être plus l'engagement. Donc merci et merci aussi un salut très amical à tous les Bretons qui sont disons présents ce soir, mais aussi aux autres. Je connais aussi très bien Malocène, ne vous inquiétez pas. Donc on a eu très longtemps, enfin assez longtemps, une maison à Mirabel aux Baronnies. Vous voyez, c'est pas très loin. Donc voilà. Donc merci à vous. Merci beaucoup, Jean. C'est moi qui vous remercie et puis vraiment au nom de toute l'équipe de Sans Transition d'avoir été présent avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci évidemment à tous les internautes qui étaient très nombreux ce soir et qui étaient très intéressés visiblement par vos propos. Je remercie également notre partenaire Harmonie Mutuelle sans qui cette émission ne pourrait pas exister. Je remercie aussi tout le staff technique du Webson, dont Benjamin Thérault de Sensitive et Vincent Brizard de Capture, ainsi que les équipes des télés TBO, TB Sud et des radios RCF qui vont pouvoir rediffuser nos programmes. Donc dès demain d'ailleurs pour les Bretons sur TBO, TB Sud. Pour voir et revoir cette émission, donc rendez-vous à la fois sur notre site internet santstransition.info, mais aussi sur nos médias sociaux ainsi que sur ceux de nos partenaires. Maintenant, c'est le petit mot réclame. Je ne vous inviterai jamais assez à lire la presse libre et indépendante dont fait partie le magazine Sans Transition. N'hésitez pas à vous abonner. Je pense que nous avons tous le temps de lire en ce temps de confinement, donc vous n'avez même plus cette excuse-là. Et vraiment, je vous dis un immense merci. Et puis à très bientôt pour un nouveau Webson et nos nouveaux formats d'émissions en ligne. Merci beaucoup.